On a l'impression de suivre des histoires complètement séparées aux quatre coins du monde. D'un côté, de la magie brute, presque sauvage, de l'autre, des trahisons politiques, chaque intrigue avance vers son propre moment décisif. Mais, et si en réalité, tout ça n'était qu'une seule et même histoire? Si toutes ces pièces tissaient une seule et même destinée? C'est vraiment la question. Est-ce qu'on est face à quatre récits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ou est-ce que, sans qu'on s'en rende compte, les pièces d'un puzzle absolument gigantesque sont en train de s'assembler là, juste sous nos yeux? Allez, on plonge directement dedans. On va commencer avec la première de ces histoires, celle qui mêle magie et méfiance. Tout tourne autour du pouvoir vraiment énigmatique de l'étranger. Alors là, on a une scène à la fois héroïque et en même temps carrément flippante. D'un côté, l'étranger utilise une magie surpuissante pour sauver les pieds-nus d'une attaque de loup. Super, sauf qu'il se blesse. Et c'est là que ça devient étrange. Pour se soigner, il entre dans une espèce de transe. Il murmure des choses dans l'eau. C'est très inquiétant. Le moment clé, c'est Nourri. Elle pense bien faire et elle l'interrompt. Grosse erreur. Ça déclenche une onde de choc qui la balance violemment en arrière. Son pouvoir est immense, oui, mais il est aussi totalement incontrôlé. Et ça, c'est super dangereux. Ok, on quitte cette ambiance mystique pour un tout autre décor, direction l'île de Numénor. Et là, l'atmosphère est bien différente, on est en plein dans les ambitions politiques, les complots, tout ce qui se trame en secret, juste sous la surface. À Numénor, Galadriel joue une partie très fine. Et ça marche, elle réussit à convaincre Halbrand. Comment? Eh bien, elle ne lui donne pas d'ordre, elle lui parle d'elle, de son propre combat contre Sauron. Et ça touche une corde sensible chez lui. Elle lui offre plus qu'une mission. Elle lui offre un but, une sorte de rédemption. Et voilà, il accepte de la suivre pour reconquérir les terres du Sud. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on a deux personnages avec des plans secrets qui vont se télescoper. D'un côté, Kellamen. Lui, son but est purement politique. Il veut saboter l'expédition pour que son père, Pharazôn, puisse prendre le pouvoir. De l'autre côté, Isildur. Rien à voir. Lui, il est là pour une raison perso. Il veut absolument rejoindre l'expédition. Deux mecs, deux secrets et un seul endroit où tout va se jouer, les navires. Et forcément, ça ne pouvait que mal tourner. Kemen passe à l'action, il essaye de mettre le feu au navire. Sauf que, surprise, Isildur est planqué là et il le surprend. Ça part en bagarre, c'est le chaos total et, comble de l'ironie, leur altercation finit par détruire deux navires. Pour couronner le tout, Kemen tombe à l'eau et c'est Isildur qui plonge pour le sauver. Le complot s'est transformé en un fiasco monumental. Bon, et après ce bazar, qu'est-ce qui se passe? Isildur a sauvé Kemen, c'est un héros, mais il était là illégalement. Kemen, de son côté, est un traître, mais il a été sauvé. Résultat, ils ont tout intérêt à se taire tous les deux. C'est un accord tacite. Isildur ne dit rien sur la tentative de sabotage, et Kemen ne dit rien sur sa présence clandestine. Et le plus fou dans tout ça, grâce à ce sauvetage, Isildur est pardonné et réintègre l'expédition. Il a eu exactement ce qu'il voulait, mais d'une manière complètement improbable. On quitte les intrigues humaines de Numénor et on s'envole vers le royaume elfique de Lindon. Et là, l'enjeu monte d'un cran. On ne parle plus de politique, mais de la survie de toute une race, liée à un très ancien secret. Et là, c'est le moment de la grosse révélation. Le haut roi Gil-galad laisse tomber le masque. Il avoue tout à Elrond. Oui, il était au courant pour le Mithril depuis le début, et son plan a toujours été de s'en servir pour sauver les elfes. Imaginez le choc pour Elrond. Il réalise qu'il n'a été qu'un pion dans un jeu qui le dépassait complètement. Alors, le Mithril, c'est quoi au juste? Attention, ce n'est pas simplement un métal précieux, loin de là. Pour les elfes, c'est bien plus. La légende dit qu'il contient la lumière même des Valar, une sorte d'essence divine. Et c'est cette lumière qui est la seule chose capable de stopper leur déclin. Le Mithril, ce n'est pas de l'argent, c'est littéralement leur dernière chance de survie. Avec cette information capitale, Elrond et le prince Durin sont au pied du mur. Leur seule option, retourner à Khazad-dûm, au cœur de la montagne des nains, et affronter le roi Durin III. Leur mission peut se résumer simplement, mais elle est monumentale. Le convaincre de partager le trésor le plus précieux de son peuple pour sauver une autre race. Et on arrive à notre quatrième et dernière histoire, qui nous ramène dans les terres du Sud. Là, l'ambiance est électrique, la tension est palpable. L'ombre d'Adar est partout, et les habitants sont face à un choix terrible. Et ce qui se passe est un véritable drame humain. Le village se brise littéralement en deux. D'un côté, la moitié des gens, à bout de force, terrifiés, décident de se soumettre à Adar.
De l'autre côté, l'autre moitié, galvanisée par Bronwyn et Arondir, choisit de se battre. C'est une fracture terrible, une communauté qui se déchire juste avant la bataille des cives. Et puis, le jeune Théo finit par montrer la fameuse poignée d'épée brisée à Arondir. Et là, tout bascule. Arondir regarde l'objet, et fort de son savoir d'elfe, il a une illumination. C'est le moment où il prononce la phrase qui change tout. Ce n'est pas une épée, c'est une clé. D'un coup, ce simple morceau de métal devient l'enjeu central de toute l'histoire. Une clé, d'accord, mais une clé pour quoi ? Arondi comprend que cet objet n'est pas une arme au sens classique. Non, c'est bien pire. C'est un outil de magie noire, très ancienne, créé avec un seul et unique objectif, asservir les humains de cette région. Ce n'est pas une arme de guerre, c'est un instrument de domination. Alors, si on fait le point, on a une magie brute et incontrôlable, des complots politiques à grande échelle, une quête désespérée pour la survie d'une race entière et la découverte d'une clé maléfique. On dirait vraiment 4 tempêtes qui se préparent, chacune dans son coin. La seule question qui reste, et elle est énorme, c'est de savoir comment et surtout quand toutes ces tempêtes vont finir par se rencontrer et s'abattre sur la Terre du Milieu.